Et nous avons le plaisir de recevoir Robert Ménard. Bonjour à vous, Robert Ménard, Bonjour. maire de Béziers. Vous n'êtes pas encarté nulle part. Où vous situez-vous? On y reviendra parce que c'est une question que tout le monde se pose. Il faut des réponses, évidemment. Mais d'abord, on va s'intéresser à vos administrés, les Biterrois, vous les voyez. Est-ce qu'ils vont voter dimanche? Et est-ce qu'ils ont même repéré qu'il y avait une élection? Pour être honnête, pas beaucoup, non. Là, moi, je ne suis pas interpellé dans la rue. Je suis tout le temps dans des manifestations, des rencontres, des débats et tout ça avec les Biterrois. Ils ne me parlent pas beaucoup des élections. C'est même un problème. Moi, je m'attends à un taux d'abstention incroyable. Alors que c'est dommage parce que, attendez, ça va quand même, ça va guider, ça va donner un cadre pour les années à venir. Et même quand vous êtes au fin fond de la France, à 800 km de Paris, vous dépendez de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas annexe, et y compris, c'est pas annexe après ce qu'on vient de vivre au présidentiel. Je pense qu'il y a besoin d'équilibre dans ce pays, et une assemblée qui serait aux ordres des uns et des autres me semblerait pas souhaitable. Je pense que finalement, les Français, c'est paradoxal, les périodes, vous savez, de cohabitation, ils ont plutôt aimé ça. Parce que, à la fois, on est un peuple très politique avec des choix un peu comme ça, carrés au couteau, et en même temps, on se dit, ah, mais ici, ça contrebalance, ce serait pas si mal que ça. Moi en tout cas, je le pense. Mais non, vous avez raison, je sais pas ce que ça va donner, pas qu'à Béziers, partout. Je crois qu'on risquerait, malheureusement, de battre des records d'abstention. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on se dit ça, voilà, là, on va se le dire, on va tous se plaindre, lundi, celui-là et lundi prochain, les médias, les hommes politiques, tout le monde va dire « Ah oui, quand même, c'est un problème, une abstention comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour la changer ?» Qu'est-ce qu'on fait pour la changer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, vous ne pouvez pas, attendez, vous l'avez dit, je suis dans aucun parti, donc je ne suis pas soupçonnable de rouler pour les uns et les autres. Et j'ai vous avez été soutenu quand même. Oui, j'ai soutenu, mais en même temps... Vous avez été soutenu et vous avez soutenu. Oui, mais en même temps, je suis capable de critiquer un certain nombre de choses, des prises de position de Marine Le Pen. Mais enfin, ça me semble incroyable qu'on ait passé 5 ans avec 6 députés du Rassemblement national sur 577, et qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si celle qui a fait plus de 40% des votes, 41 et quelques à la présidentielle, elle aura bien un groupe parlementaire. Enfin, attendez, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut plus fonctionner comme ça. Et le problème, c'est que la droite, la gauche, le milieu, le centre, tout le monde a toujours fait des promesses depuis 30 ans. Vous avez vu quelqu'un qui a tenu ses promesses en disant il faut faire en sorte que chacun soit représenté un peu équitablement, Ouais. On arrive au bout du système, ce système électoral, scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, effectivement. Mais posons-nous la question aussi de la responsabilité des uns et des autres. Marine Le Pen a choisi une stratégie d'effacement, au moins pendant l'essentiel de la campagne. Comment vous l'expliquez ? J'ai du mal à l'expliquer, alors que j'avais trouvé qu'elle avait fait honnêtement une plutôt bonne campagne des présidentielles en étant plus apaisée, plus arrondie, moins excessive, plus à l'écoute des gens, surtout des petits gens. Bref, j'avais trouvé que c'était pas si mal que ça, cette campagne, et ça s'était pas bien passé, parce que c'est pas vrai que c'est une victoire éclatante, c'est une défaite, mais enfin une défaite moins humiliante que la précédente. qu'il y a 5 ans. Et c'est pas négligé. Là, je pense que personne n'a vu venir M. Mélenchon. Je crois qu'elle était partie en vacances, vous vous rappelez, Marine, je peux comprendre, elle était fatiguée et tout, ça se comprend. Mais enfin, elle ne s'attendait pas que 15 jours sans être là, vous avez un M. Mélenchon qui fait croire d'un coup qu'il pourrait être Premier ministre. Donc tout le monde sait, vous, moi, tout le monde, que c'est juste impossible. Il est sera quand pas même, Premier ministre. Pardon, dans les sondages, la NUPES, oui. Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous. Je sais pas comment. Mais bon, tout le monde a compris de quoi on parle. La nouvelle Union populaire, elle est en volume de voix. Elle est devant tout le monde. D'accord. Et mais devant la majorité et de plusieurs points devant. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, national. Personne ne le conteste, mais personne ne peut imaginer qu'ils auront une majorité des parlementaires. C'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux de le dire. Attendez. Pourquoi mais je vous pose la question de façon innocente, parce que quand on regarde les sondages, on voit que le point le plus bas de la REM, de la majorité actuelle, tutoie le point le plus haut en siège. Alors, il faut se méfier des on va pas lire dans le mar de café, ni vous ni moi. Je crois mais vraiment que c'est pas le donc c'est un mensonge, comme le dit Marine Le Pen, il ment. Mais oui, bien sûr qu'il ment. Et comme il le sait qu'il ne sera pas élu, il peut faire un certain nombre de promesses dont il sait pertinemment
qu'elles n'ont aucun sens. Mais comme vous n'aurez pas prouvé que ça n'a aucun sens, que vous ne pouvez pas le faire, aujourd'hui, je veux bien de la démagogie. C'est moi, je vois l'opposition chez moi, ailleurs, c'est toujours... Quand vous êtes dans l'opposition, attendez, et ça, une partie de la droite est du même tonneau que M. Mélenchon sur ce registre-là. Vous pouvez toujours tout promettre. Le SMIC à 1 500 €, pourquoi pas 2 000 tant qu'on y est? La retraite à 60 ans, pourquoi pas la retraite à 55 ans? C'est consubstantiel au fait d'être dans l'opposition. Non, quand on sait... C'est pas une belle vision de la politique, mais non, bon. Je vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, quand on sait qu'on va perdre, on peut faire un certain nombre de promesses dont on sait qu'on n'aura pas à rendre compte. Voilà, et il le sait pertinemment. Ça, plus un certain nombre d'autres propos qui me semblent juste problématiques. Mais de fait, il a volé quand même la vedette aux deux finalistes, Jean-Luc Mélenchon. Il a fait une campagne de haute intensité que n'a pas faite Marine Le Pen. Elle s'est laissée prendre sur ce terrain-là. Je pense qu'elle a commis l'erreur de penser qu'il fallait qu'elle reste sur le même registre que pendant les présidentielles, c'est-à-dire, vous savez, tout en retenue, en retrait, loin de Paris et tout. Et là, c'est une campagne, c'est très court, ça, même si c'était plus long que d'habitude, ça reste quelques semaines. Et là, il fallait, c'est pas une course de fond, c'est un galop. Et là, il fallait peut-être, par rapport à M. Mélenchon, immédiatement dénoncer un certain nombre de propos qui sont un vrai problème. Puis une alliance à gauche qui a un vrai problème. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Attendez, je vais vous dire pourquoi problème. Je vous rappelle, il y a une guerre en Europe. Vous vous rappelez, vous, moi, qu'il y a une guerre en Ukraine. D'ailleurs, vous êtes allé en Ukraine il n'y a pas très longtemps, on en parlera. Vous avez remarqué que dans l'accord de la NUP, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, ou NUPES, enfin bref, on sait de qui on parle, il n'y a pas le mot Ukraine dedans. Pour pas avoir à montrer des divisions. Attendez, quand il y a la guerre en Europe, qu'il y a le retour de la guerre en Europe, on veut gouverner, on dit qu'on est crédible et on ne parle pas et on n'a pas de point de vue. Mais est-ce que c'est pas envisageable de faire des unions électorales pour un but bien défini, en l'occurrence là, gagner le plus de voix législatives, en mettant de côté, comme ils l'ont fait, effectivement, des divergences. Alors, profonde, hein. Mais l'important, c'est de faire pièce à la majorité et à l'extrême droite. C'est pas envisageable, ça? Non, moi je pense que c'est une drôle de façon de faire de la politique. C'est une drôle... mais ça crée une dynamique, hein. C'est sacrément efficace. C'est sacrément efficace. Oui, c'est peut-être efficace. Est-ce que la politique, c'est faire... Il faut faire beaucoup de choses, des compromis pour gagner. Est-ce que c'est tout faire et n'importe quoi pour gagner? Enfin, attendez, sur le communautarisme, est-ce que vous avez entendu le reste de la gauche dire quelque chose de M. Mélenchon quand il dit « la police tue » ? La police tue, vous vous rendez compte comment ça résonne à l'oreille des gens? Ça, en revanche, on en parle chez moi. Comment ça résonne? Ça veut dire, en gros... Spontanément, entre la version de la police et la version des voyous, tu choisis tout le temps la version des voyous. Je ne dis pas que la police ne fait pas des erreurs, personne ne dit ça. Mais là, c'est systématique. Sur le communautarisme, moi, je trouve que c'est détestable. Pourquoi il dit ça, Jean-Luc Mélenchon? Attendez, vous avez entendu sur quoi? Sur la police ou là? Pourquoi? Quand il dit la police... Par pur électoralisme. Il fait de l'électoralisme. Il pense que ces électeurs, ils sont quoi? C'est des musulmans excités? Bien sûr que non. Quand il flatte les islamistes en allant manifester à côté d'eux et qu'il ne dit rien, que ses alliés ne disent rien, il flatte ce qu'il y a de pire pour les musulmans eux-mêmes qui n'ont pas envie d'être assimilés à cette image-là. La question des violences policières, c'est une question très sensible, notamment auprès des jeunes, qui effectivement est choqué parfois par certains comportements. Attendez, vous croyez que je ne suis pas choqué, troublé, atterré par cette fille qui a été tuée dans cette voiture? Autant que vous, autant que M. Mélenchon. Je ne vais pas recevoir des leçons de grand cœur de M. Mélenchon. Moi, ça me trouble tout le temps. Et ça me choque, évidemment. Cette fille, elle y était pour rien. Elle était dans cette voiture-là par hasard. Vous voyez, ils étaient ramenés. Bien sûr que ça vous trouble. J'imagine ses amis et ses parents. Mais enfin, de là à choisir des mots. Les mots ont du sens. En plus, M. Mélenchon, vous pouvez lui faire tous les procès, sauf en incompétence ni en incapacité à mesurer ce que les mots veulent dire. Dire la police tue, dans un certain nombre de quartiers, ils se disent « Ah !» on en a un qui est de notre côté. Mais bon, le constat quand même au terme de cette campagne, on verra, il faut être prudent. Gros suspense d'ailleurs, soirée électorale à suivre à partir de 18h avec Rotel Krief et Thomas Misraki sur LCI. À partir de 18h, mais on verra ce que ça donne. Mais le RN
ne parvient pas à gagner ce type d'élection. Écoutez, là, j'ai vu que les sondages, ben, on va faire attention, on le disait tout à l'heure, les sondages, ils disent pas forcément la vérité. Oui, il y a un problème, et c'est un problème aussi d'incarnation dans un certain nombre de... Vous savez, c'est pas une élection nationale, malgré tout. C'est une élection dans 1677 lieux, petits lieux, avec ça. Et oui, et là, il y a un problème à la droite et à la droite de la droite. Il y a toujours eu un problème d'incarnation de gens, parce que les gens, ils votent, oui, bien sûr, pour des idées, mais ils votent aussi pour quelqu'un qui incarne ces idées. Et de temps en temps, il y a de vrais problèmes, bien sûr. Et quand on je pense que Marine Le Pen, elle le sait. Et oui, mais sauf qu'elle a dit, on ne va pas gagner. Forcément, Emmanuel Macron aura une majorité. C'était fortement démobilisateur. C'était fortement démobilisateur, mais qu'est-ce que vous croyez, que le Rassemblement national va avoir une majorité des parlementaires? Personne n'y croit. Mais alors là, pour le coup, la campagne, il faut quand même donner un peu envie. Mais oui, mais on donne envie en disant, je pense qu'elle a raison, il faut équilibrer. Moi, je suis en désaccord avec un certain nombre de points, et en accord avec un certain nombre de points avec M. Macron. Mais les désaccords sont suffisamment importants pour souhaiter qu'il y ait face à lui un contre-pouvoir. En plus, attendez, quand vous entendez un Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, avec tous ses amis macronistes, expliquer « Oh, attention, monsieur Mélenchon, c'est la pire des choses, c'est une menace pour la démocratie, patati patatoum », le même qui, entre les deux tours, disait de monsieur Mélenchon, il n'était pas le seul, mais je prends lui parce qu'il pèse, il n'est pas rien dans les institutions françaises. Il disait « Ah non, j'ai pas les mêmes idées que M. Mélenchon, mais j'ai les mêmes valeurs. » Il a les mêmes valeurs que M. Mélenchon sur le communautarisme ou sur la police. Bravo. Éric Zemmour, candidat dans la 4e circonscription du Var, c'est dans le sud. Et on a un sondage IFOP pour LCI, TF1 hier. Il est crédité de 24%, on va voir, j'imagine, le résultat. Voilà, 24% au premier tour, ça c'est le deuxième tour. 24% devant le candidat RN, Philippe Lotio, derrière celui de la REM. Ce score, ça prouve quoi ? Le second tour, voilà ce que ça donne, un mouchoir de poche. Mais le premier tour, c'est quand même 14 points de plus que ce qu'il avait fait dans la même circonscription au premier tour. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit la personnalisation. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont flattés, à juste raison, d'avoir Éric Zemmour comme candidat. En même temps, pardon, ça dit, pour des gens qui disaient qu'ils allaient faire de la politique différemment, bonjour les parachutages. Moi, je suis contre absolument ça. Je veux dire, vous regardez, c'est là qu'on fait le plus de voix, donc c'est là que je me présente. Enfin, c'est ça la politique. Remarquez, vaut mieux faire ça, c'est plus stratège que d'aller à un endroit où vous n'avez rien fait. Le but, c'est quand même de représenter ses électeurs à l'Assemblée, autant prendre le plus de chances possible. Et oui, mais je pense que c'est une drôle de façon de faire de la politique, et je pense que ce qui décrédibilise la politique, c'est cette suite de parachutage. Pardon, les gens, ils ont envie d'un certain nombre d'idées, de personnalités, peut-être de gens qui connaissent... Non, madame, vous défendez aussi un lieu, et ce lieu, il faut un tout petit peu le connaître, et pas seulement parce que vous y passez vos vacances. Alors, Éric Zemmour, vous avez une histoire avec lui, puisque vous l'avez beaucoup soutenu, vous l'avez encouragé, vous étiez le chantre de l'Union des droites, et puis ça s'est mal passé après. Vous l'avez critiqué, vous n'avez pas aimé sa campagne, vous êtes revenu auprès de Marine Le Pen, entre guillemets, bien sûr. Je voudrais vous faire réagir à un article de Valeurs Actuelles qui vous a fait les honneurs récemment, 4 pages qui vous sont consacrées, vous l'avez lu forcément, et c'est titré souvent Robert Vary. Donc c'est sur vos fluctuations. Il y a un zémouriste d'ailleurs qui est cité et qui dit de vous, il a tellement changé de veste que on ne sait plus comment peuvent être ses épaules. Je vous le dis de mémoire, mais en gros c'est ça. Vous avez été très fluctuant, effectivement, tel que le décrit, puisque c'est un peu l'axe de ce papier, un peu accusatoire de dire Robert, voilà, madame, varie souvent, folle qui s'y fie, comme on dit. J'apprends de mon métier de maire. Il y a 8 ans que je suis maire, 8 ans que j'ai une expérience qu'aucune de ces personnes n'ont jamais eue, parce qu'ils n'ont jamais dirigé un exécutif, même si c'est une ville et une agglomération de 130 000 habitants, j'apprends. Et je tire des leçons de ce que j'apprends. J'écoute les gens. Je ne fais pas des discours, je ne connais pas les gens que dans les meetings. Je ne fais pas de meeting, d'abord, ça m'évite ce genre d'exercice. J'essaye juste d'être au plus près des gens. Et alors et quand on écoute les gens, Éric n'a cessé d'avoir des mots blessants.
n'a cessé de se tromper dans sa campagne. Moi, je pensais qu'Éric aurait trouvé le ton pour rassembler les droites, comme je le souhaitais, c'est-à-dire des propositions consensuelles entre le Rassemblement national et les Républicains. Il a fait la campagne la plus extrémiste qu'on puisse imaginer. Il a desservi nos idées. C'est pour ça que je suis tellement en colère avec lui. Il a tellement caricaturé ce qu'il est que ça donne des propos que personne ne peut entendre. Et ça explique les 7%, et ça expliquera que s'ils ont 1 ou 2 députés, ce sera le bout du monde. Mais le sondage IFOP prouve qu'au deuxième tour, il fait le plein. Il y a un bon report des voix. Ça ne vous fait pas regretter quand même cette union des droites pour laquelle vous aviez tellement il y a un certain nombre, je vais vous le dire, et ça c'est pas très, très sympathique, très gentil, il y a un certain nombre de prises de position d'Éric qui sont autant de lignes rouges dépassées qui me semblent être plus que problématiques, qui à mes yeux rendent des réconciliations inenvisageables. Ouais. Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps, dit-il par exemple à propos du Stade de France. Ça, c'est des positions que quand même que vous partagez. Ah mais attendez, moi je ne dis pas que tout ce qu'il dit, il a tort. Sur un certain nombre de choses, il a raison. Il a eu le mérite de faire qu'un certain nombre de sujets, en particulier les sujets de l'immigration, puissent être traités dans les médias parmi la classe politique sans être immédiatement taxés de fachos. Parce que c'était à peu près ça dès que tu parlais d'immigration. Mais les réponses qu'il apporte à l'immigration, au problème, et c'est un problème, me semblent irréalistes et blessantes pour les immigrés eux-mêmes. Et j'ai pas envie de monter une partie de la population contre une autre. J'ai pas envie de ça. Alors, très vite, encore quelques questions. Parenthèse, parce que je parlais du Stade de France, mais quand même, les vidéos de la Fédération française de football ont été détruites, ces mécaniques, parce que la justice ne les avait pas saisies. Comment c'est possible ? Au bout de 7 jours, c'est détruit. Vous vous rendez compte ? On parle du chaos au Stade de France. Le chaos continue, si j'ose dire, parce que qu'on n'ait pas pris les mesures pour pas qu'elle soit détruite, puisque c'est exactement de ce qu'il s'agit, c'est invraisemblable. Enfin, il y a bien une faute, il y a bien quelqu'un qui est responsable, qui ne l'a pas fait alors qu'il fallait le faire. Alors en plus, vous allez alimenter, vous savez, toutes les thèses complotistes qui disent « Regardez, il y a une main cachée ». Je crois même pas, je crois que c'est le foutoir complet sur cette histoire-là. Et je ne crois pas que le préfet de police ait hier apporté un certain nombre de réponses suffisantes, rassurantes par rapport aux gens. Il a des responsabilités, on a des responsabilités. C'est terrible qu'on est dans un pays où, moi je le vois tout le temps, quand vous dites mais il y a bien un responsable, il y a bien quelqu'un qui doit porter le chapeau. Et oui, il y a quelqu'un. Il a dit je suis responsable, mais bon, il. Oui, mais enfin, je suis haut fonctionnaire. Au fond, c'est pas vraiment donc moi. Donc il aurait dû démissionner, c'est ce que j'entends. Je sais pas s'il aurait. Aller jusqu'au bout de votre logique. Attendez, il aurait dû lui tirer un certain nombre de leçons. C'est à lui de les tirer, c'est pas à moi de les tirer. C'est pas à moi de dire à un haut fonctionnaire ce qu'il fait. C'est à lui de prendre des leçons. Il y a une morale. À sa place, vous poseriez la question de son maintien. Bien sûr, je l'aurais fait. C'est ce que vous voulez dire. Ensuite, vous, jamais 203. Non ? Vous dites, je me représenterai pas. Non, mais je l'ai déjà dit, je l'ai dit dès le début. J'aurais été 12 ans maire de Béziers. J'ai été réélu avec près de 70% des voix. Donc, je n'ai aucune raison de craindre les élections. Sauf que je pense qu'il faut savoir s'arrêter, madame. Et la classe politique, un de ses gros problèmes, c'est qu'ils ne savent jamais s'arrêter. Je pense qu'à un moment donné, on passe à autre chose. Et puis, il y a l'âge qui joue aussi, où à un moment donné, vous n'avez plus forcément la même énergie. Pourquoi vous dites que c'est terrifiant, la politique ? Vous dites c'est terrifiant, c'est mais parce que c'est blessant, parce que vous en arrivez à vous caricaturer vous-même, à caricaturer les autres, à pas prendre les gens les gens sont jamais d'un bloc, ni vous ni les autres. Et je me surprends souvent à dire des choses. Je me dis, j'aurais pu être un peu plus nuancé. La politique, elle pousse pas à la nuance, elle pousse à un camp contre un autre. Vous savez bien que c'est pas vrai. Moi, je m'entends tellement mieux avec un certain nombre de maires de gauche qu'avec un certain nombre d'idéologues de droite. Alors, il y a beaucoup de politiques qui ont dit plus jamais c'est irréversible, etc., à quelques années de l'échéance, et puis au dernier moment, ils y sont allés. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui c'est irréversible, d'autres l'ont fait, et puis... Je vous donne rendez-vous dans 4 ans, je ne serai pas candidat à la mairie de Béziers. Je l'ai dit aux Biterrois d'entrée, dès que j'ai été élu, j'ai dit 2 mandats, ça suffira, mais je me donnerai à fond pendant 2 mandats, et puis, je sais pas, je referai quelque chose après. On a des vies après la politique, vous savez. Vous allez voter quoi dimanche ? Je vais voter pour ma femme. Pour votre femme, qui n'a pas de candidat RN
face à elle. Marine Le Pen l'a encore justifié hier à Agde, mais qui j'allais dire, est candidate sans étiquette. On cultive notre et indépendance. Sans soutien officiel. On cultive notre indépendance. On est attaché à notre liberté. Électron libre. Non, libre. Je peux vous dire du bien de quelqu'un et du mal sans avoir à demander des comptes à un état-major politique ou aller recevoir mes ordres de Paris. Je le décide depuis Béziers, je n'ai de compte à rendre qu'au Biterrois. Et ça suffit. Merci beaucoup Robert Ménard.